10 milliards d'euros d'économies à trouver, ça n'est qu'un début, mais on l'a su en début de semaine. Est-ce le début de l'austérité? On en parle avec Christian Saint-Etienne. Bonjour. Économiste, bonjour, professeur et membre du Cercle des économistes. Donc la révision de croissance à la baisse en début de semaine par le gouvernement. Avec ça, le discours de politique générale de Gabriel Attal, ses promesses. Est-ce que ça tient encore, c'était fin janvier, ou est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il va falloir faire des ajustements? Alors sur la croissance, l'espérance d'une croissance de 1% est crédible à ce stade, parce qu'on est, je pense, dans le creux de la vague. La conjoncture de l'ensemble de la zone euro n'est pas bonne, alors que, comme tout le monde le sait, l'activité est très bonne aux États-Unis. Dans le cas de la France, le choc de la hausse des taux, comme sur le reste de la zone euro, a été sensible. Mais tout porte à penser que, sauf aggravation de la situation en Ukraine ou ailleurs, on aura une accélération au deuxième semestre. Donc c'est assez en dépit d'un acquis de croissance en début d'année qui est faible, l'espérance d'une croissance de 1% cette année est crédible. Alors néanmoins, on a commencé l'année avec un déficit budgétaire colossal. Donc les perspectives pour l'année 2024 et l'année 2025 ne sont pas bonnes. On parlera sur le plan structurel, mais sur le plan conjoncturel, la probabilité de réduire significativement le déficit est assez limitée. L'annonce d'une baisse de 10 milliards, c'est un élément, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Ouais. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Je dis tout de suite ce que je pense, c'est-à-dire que si on veut reprendre le contrôle de la dépense publique en France et surtout de la dette, il faut diviser par 3 le déficit public. Le déficit public actuellement est à 4,5% du PIB. Si on veut enclencher une baisse du taux d'endettement en pourcentage du PIB qui est à 110 points actuellement, si on veut enclencher une baisse qui rassure l'ensemble des marchés financiers sur la stabilité et la crédibilité de la politique de finances publiques de la France, il faut revenir autour de 1,5 point de PIB de déficit. Et ça exigera des mesures que le gouvernement n'envisage même pas actuellement. Alors, parce que Bruno Le Maire a parlé de réarmement financier, parce qu'on entend beaucoup réarmement dans le cadre financier. Justement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, uniquement baisser le déficit, baisser les dépenses, des dépenses de fonctionnement? Alors vous avez raison de pointer à la lourdeur de la dépense. Étrangement, je pense que c'est une erreur, ou c'est ultra-politique, ce qui revient au même. Bruno Le Maire a dit « je ne touche pas à la sécurité sociale et aux collectivités locales ». Étrange. Sur les 56 points de PIB de dépenses publiques, la protection sociale, c'est 34 points de PIB, c'est les 2/3 de la dépense publique. Donc si on ne touche pas à la dépense de sécurité sociale, on ne voit pas très bien comment on va rétablir les finances publiques. Pour ce qui est des collectivités locales, quand vous allez dans les principales grandes villes françaises, vous voyez que le problème, ce n'est pas un manque de ressources, c'est un problème de management, à la fois pour la propreté, pour le fonctionnement de la circulation. Il y a des visions de contrôle et de gouvernement des collectivités locales qui sont très idéologiques. Donc, si vous prenez les hôpitaux, chaque fois qu'on rajoute 10 milliards d'euros, ce qu'on fait très souvent pour le financement des hôpitaux, vous avez tout de suite une blouse blanche qui vient en disant on a un problème de moyens et de personnel. Or, quand vous regardez l'encadrement en termes de personnel des hôpitaux français comparés aux hôpitaux allemands, vous n'avez pas du tout de question de manque de personnel, vous avez une question de suradministration. Ça pose la question de l'efficacité des services publics. Donc la question centrale de la dépense publique en France est une question d'efficacité de la dépense. Excusez-moi. Effectivement, comme je le dis souvent, moi, ce n'est pas les 56 points de PIB de dépenses publiques qui me gênent dans l'absolu, même si c'est, il faut quand même le rappeler, 8 points de PIB de plus que la moyenne. Nous sommes 20 pays dans la zone euro, c'est 8 points de PIB de plus que la moyenne des 19 autres, donc c'est colossal. Mais nous aurions, avec 56 points de PIB,
une croissance double de celle de la zone euro. Nous aurions une insécurité zéro. Tous les gamins sortant à 18 ans, parlant 3 langues et contrôlant tous les systèmes électroniques, moi je dirais bravo. La question, c'est avec une insécurité qui est... Alors, vous avez noté, parce que c'est très important pour ceux qui nous regardent sur les marchés financiers, c'est la première fois dans les dernières semaines où on a eu une évaluation de l'attractivité de la France qui a été diminuée du fait de la montée de l'insécurité, qui est absolument majeure, avec les homejacking qui se multiplient, les attaques des voitures venant de l'aéroport de Roissy sur Paris. Enfin, tout ça, on se croirait dans le tiers-monde des années 1950. Oui, mais là, ça va passer par des dépenses publiques encore. Non, c'est une question d'organisation et une question d'organisation de la justice et du lien entre police et justice. Vous savez très bien que dans l'hôpital de Saint-Denis, vous avez souvent des gens qui ont été arrêtés 120 fois, condamnés 50 fois et qui ressortent 2 heures après avoir été admonestés par le juge. Donc, il y a eu des expériences dans d'autres pays dans le monde pour reprendre le contrôle de la sécurité publique. On ne veut pas prendre ces mesures. Donc, ce n'est pas une question de niveau de dépense, c'est une question d'organisation et d'action publique. En théorie économique, on sait que vous n'avez pas d'organisation économique, sociale, politique efficace quand vous ne respectez pas 3 principes, qui est un responsable, un budget et une organisation clarifiée et optimisée. Donc, si vous prenez les hôpitaux, on sait que vous avez un personnel administratif qui est à 30% du personnel des hôpitaux quand il est entre 12 et 16 en Allemagne. Donc, il y a une suradministration des hôpitaux comme vous avez une suradministration de l'agriculture. Il faut quand même rappeler pour l'agriculture que le nombre de paysans a été divisé par 2 en 30 ans et au cours des mêmes 30 années, le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture a doublé. Voilà. Donc ça, la simplification, c'est la bonne voie. Parce que la simplification, c'est de la part du gouvernement. C'est pas que dans l'agriculture qu'il faut le faire. Il faut le faire dans la santé, il faut le faire dans les collectivités locales. Dans les collectivités locales, il y a une suradministration et un suremploi. 80% de l'augmentation de l'emploi public au cours des 30 dernières années vient des collectivités locales et de l'hôpital. Ce n'est pas dans l'État. D'ailleurs, on peut même dire que si on réorganise la dépense publique, il faudra faire plus pour le régalien, c'est-à-dire armée, justice, police, qui est tombé à un plus bas historique. Avec des dépenses militaires qui sont à moins de 2 points de PIB, les dépenses de justice, police qui sont à 1 point de PIB. Il faudrait pratiquement, on évoquait 56 points de PIB de dépenses publiques. Il va falloir revenir, alors on n'est pas obligé de revenir à 8 points de moins. Où est-ce que les coupes sont possibles justement si le régalien... Je pense que c'est vraiment dans la protection sociale. C'est désagréable, mais il est vraisemblable que pour les retraites, il va falloir mettre en place pour plusieurs années une règle d'inflation moins 1% dans les revalorisations. Désindexer. Il faut désindexer partiellement donc, les retraites et l'ensemble des allocations. Alors le gouvernement a déjà pris quelques mesures sur le RSA avec les 15 heures qui devraient être mises en place d'activités en contrepartie du RSA. Mais, et sur les mécanismes incitatifs, par exemple, la MaPrimeRénov', il va y avoir un coup de rabot, alors que c'est incitatif justement pour un secteur de l'économie qui est le bâtiment, la rénovation des logements. Alors là, vous voyez, j'ai évoqué 3 principes fondamentaux d'une action publique efficace. J'ai évoqué la question de l'organisation. Vous avez beaucoup de réflexions sur cette question. Ça fait une quinzaine d'années que je dis, si on veut aller vers une croissance propre, il faut investir dans la rénovation du bâti. Donc, je n'ai pas besoin d'être peint en vert pour dire des choses de ce type, mais simplement, après, je vais plus loin. Et j'ai parlé avec des spécialistes du BTP. L'essentiel des villes sont bâties. Vous avez bien sûr des maisons individuelles, mais de plus en plus, vous prenez les grandes villes, c'est des petits immeubles ou des immeubles de moyenne taille. Rénover un appartement dans un immeuble, ça n'a strictement aucun sens.
Par ailleurs, rénover même un petit immeuble à La Rochelle ou à Béziers, ça n'a pas de sens. De plus en plus, si vous voulez être efficace, il faut rénover des quartiers entiers, voire même des villes entières, parce que ça permet d'amener le personnel, ça permettrait de créer à peu près 300 000 emplois pérennes de rénovation du bâti. Mais là encore, c'est des plans politiques, alors que voilà, c'est une action politique d'efficacité. Mais ça reste alors là, comment, par exemple, on pourrait procéder en termes d'efficacité? Bon, ben, vous annoncez, je ne sais pas, je prends au hasard la ville de La Rochelle, la ville de Béziers, la ville de Clermont-Ferrand. On prend cette ville et on va faire une expérience. On va d'abord identifier tous les problèmes, toutes les maisons, tous les immeubles qui sont très déficients en termes de qualité environnementale et on va faire un plan d'intervention globale. Ça permet d'amener, je ne sais pas, 5000 personnes avec un maître d'œuvre et on se donne 6 mois, 1 an, 18 mois pour traiter la ville. Bon. Évidemment, tout le monde ne peut pas payer. D'abord, ça coûterait beaucoup moins cher, évidemment. On peut penser que si on faisait par ville, ça permettrait de baisser le coût d'intervention de 30 à 40%, ce qui est quand même pas négligeable. Et ensuite, grâce aux effets d'échelle, et ensuite, vous avez des gens qui ne peuvent pas payer. Ben, il y a plein de mesures. Vous aviez un fiscaliste qui était là. On peut parfaitement prendre des... quand on prend une propriété et qu'on applique, comme pour un prêt, une retenue sur la valeur, une hypothèque. Vous prenez une hypothèque sur l'appartement et il y a un fonds national qui paye pour la personne qui ne peut pas payer. Donc vous faites toute une ville. Et là, c'est très efficace, avec des gains d'efficacité et d'organisation considérables. Et une fois qu'on a prouvé que ça marche, eh bien, vous le faites pour l'ensemble du territoire, en créant une filière, en créant des écoles de formation. Vous en avez pour 20 ans et vous allez faire des économies à la fois d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce que j'évoque pour l'immobilier, il faut le faire pour l'agriculture. L'agriculture, c'est vrai qu'il faut renforcer la loi Egalim. Le plan du gouvernement, je suis souvent critique sur le gouvernement, mais le plan annoncé par Attal, le Premier ministre, ce matin, est plutôt bon. Donc, effectivement, d'ailleurs, je ne dis pas ça seulement parce qu'il faut aider l'agriculture. Il faut rationaliser aussi l'agriculture. Voilà, mais prenez l'agriculture, il faut quand même rappeler que la taille moyenne de la ferme française est encore très inférieure à ce qui est optimum. On a déjà beaucoup réduit le nombre de fermes, sachant qu'en plus, vous savez que 20% des fermes font 80% de la valeur ajoutée dans l'agriculture, mais il va falloir donc continuer de réduire le nombre de fermes en augmentant la taille, ce qui va être favorisé par le départ de nombreux agriculteurs, mais la contrepartie, c'est de s'occuper des paysages. Il faut distinguer la production agroalimentaire, qui doit être de qualité, avec moins de phytosanitaires, sans faire de surtransposition européenne, mais en même temps, il faut, et là j'y suis extrêmement sensible, protéger nos paysages. Donc là aussi, il faut créer un statut particulier de sorte de paysans protecteurs du territoire où on leur verserait un SMIC. En contrepartie, ils continuent de produire. Hein. Notamment, ça pourrait être le cas dans l'élevage. Alors, on est en train d'envisager un statut dans l'élevage. Mais en contrepartie, ils auraient des obligations d'entretien des haies, d'entretien des chemins, d'entretien des forêts qui sont proches. Ça faut contrôler tout ça. Qui peut contrôler? Ah mais si. Alors... Il faut mettre en place, il faut contrôler, c'est encore un peu les peut-être de l'administration. paysans auxquels vous confieriez ce rôle, ils adorent la nature. Donc 90% d'entre eux vont bien le faire, par envie de bien le faire. Et ce n'est pas de la paperasse, parce que c'est ce dont ils se plaignent, c'est aussi de la paperasse. Non, parce que là, c'est relativement facile, même vous faites un coup d'hélicoptère. Aujourd'hui, par hélicoptère, on contrôle les rendements des terres, donc on peut contrôler si les paysans ont nettoyé les haies ou nettoyé les bouts de forêt qui sont dans leur contrat. Et ça coûterait beaucoup moins cher que de laisser les territoires partir à l'abandon. Et en ayant cette double fonction, production agroalimentaire efficace d'un côté, protection des territoires de l'autre, vous auriez un coût beaucoup moindre, vous éviteriez toutes les questions de surtransposition
et vous auriez un système qui nous permettrait de retrouver un excédent dans la production agroalimentaire pour le commerce extérieur qui, comme vous le savez, est en capilotade. Alors on va peut-être parler aussi de politique européenne pour financer aussi tout ça, l'articulation politique monétaire, politique budgétaire. Il y a un homme qui travaille dessus en ce moment en Europe, c'est Mario Draghi, parce qu'il doit rendre un rapport sur la compétitivité. Et il le dit, il remet en cause en fait la primauté de la politique monétaire, alors qu'il était lui-même à la Banque centrale il y a quelques années. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, attention, il ne remet pas en cause le primat, il le remet en cause le fait qu'on a mené une politique qui était totalement centrée sur la demande et qu'on a oublié l'offre. Et qu'on a eu des chocs d'offres récemment et on a eu en une Europe avec la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie. Donc il dit, attention, quand on est dans un monde dominé par les chocs d'offres, il faut agir davantage par la politique budgétaire. Et dans ce cas-là, il faut que la politique monétaire accompagne. Alors après, il faut voir ce que Draghi va mettre dans la politique budgêtre. On vient d'en parler de politique budgétaire d'une certaine façon. Quand on a dit ce sont des dépenses qu'il faut restructurer et être efficace. Quand j'évoquais la restructuration du bâti ville par ville, ça c'est un choc d'offres positif. Quand j'évoquais la restructuration de l'agriculture, comme je l'évoquais, c'est un choc d'offres positif. Ça a temporairement un coût de financement. Donc ça, il faut l'évaluer comme de l'investissement. Mais comment on finance avec des taux élevés? Alors justement, et c'est d'ailleurs ce que Draghi va certainement proposer, une meilleure articulation entre politique budgétaire et politique monétaire en prenant en compte la qualité des politiques budgétaires. Et quand on voit des politiques budgétaires qui accompagnent des chocs d'offres positifs au niveau européen, parce que ce que j'ai évoqué pour la France, il faut le faire en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, ainsi de suite. Si tous les pays européens, si on faisait un contrat de politique macroéconomique intégrant simultanément le budgétaire et le monétaire, comme je viens de le dire, avec des politiques budgétaires accompagnant des chocs d'offres positifs dans différents secteurs, à ce moment-là, il faut clairement que la politique monétaire soit accompagnatrice, ce qui ne pose aucun problème puisque nous avons un excédent extérieur au niveau de la zone euro. Et si on fait ça, ça devrait nous permettre de doubler le taux de croissance de la zone euro qui est tombé à un niveau structurel. Mais oui, mais là, elle n'est pas en ce moment. Alors, on a eu ces mécanismes budgétaires qui ont été au moment de la forte inflation, le prix de l'électricité et toutes ces subventions qu'il y a eu dans les pays d'Europe. Mais là, au moment, on a eu la double sanction, donc de l'inflation et en même temps, aujourd'hui, les taux élevés qui le restent. En fait, vous posez en sous-jacent, donc on va y aller, la question de la politique monétaire menée par la BCE actuellement avec l'actuel président de la BCE. On recommence les erreurs de politique monétaire qui avaient été faites lorsque la BCE a été créée à l'automne 98, l'euro commençant au 1er janvier 99. Et ensuite, on a eu une politique monétaire extrêmement stricte, notamment lorsqu'il y a eu, à l'époque, Trichet. Donc, il ne faut pas recommencer. Et très clairement, moi, je pense qu'il faudrait envoyer un signal positif parce que attention, il ne faut pas tomber dans le péché de singer les Américains. Les Américains ont une économie qui tourne à 2,5-3. Nous avons une économie européenne qui tourne à 1. Donc, il ne faut pas faire la même politique. Surtout quand Draghi, à juste titre, dit « Attention, on vient de se prendre des chocs d'offres négatifs et ce n'est pas terminé. La guerre en Ukraine n'est pas terminée. » Donc, dans ce contexte, je pense qu'il faut envoyer des signaux très forts. Alors, le taux refi, je pense, le taux de refinancement qui est à 4,5, je pense qu'il faudrait envoyer un signal positif. Il n'y a pas besoin de faire des baisses fortes, 25 points de base au mois de mars et 25 Sans attendre les États-Unis parce que de toute façon, bien sûr, et 25 points de base en mai, il faudrait qu'on soit avec un refi à 4 au 30 juin. C'est très peu, c'est un demi-point sur 4 mois, c'est minuscule, mais ça vous donne une incitation sur les marchés financiers et sur les investisseurs et sur les ménages pour l'achat de logements. Donc ça relance le BTP, ça c'est un premier point, mais moi je ferai une mention spéciale sur le taux de dépôt. Le taux de dépôt est actuellement à 4%, c'est ridicule. Si on vise un refi à 4, je pense qu'il faudrait avoir une politique intelligente
et j'espère qu'on a des capacités intelligentes à la tête de la BCE. Et je pense qu'il faudrait aller vers un écart entre le taux de dépôt et le taux refi, allant jusqu'à 1 point. C'est-à-dire que si on vise un refi à 4, il faut viser un taux de dépôt à 3. Découpler les taux. Alors il faut découpler sur cet écart-là, parce que le taux de dépôt, ça ne fait qu'enrichir les banques. C'est un frein aux prêts qui sont faits au secteur productif. Donc, j'irai dans cette direction. Moi, j'irai encore plus loin, d'ailleurs, en termes de politique monétaire. J'utiliserai un mécanisme qui avait été utilisé par la France il y a 35-40 ans, qui était de prendre en compte l'évolution des contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire du crédit. Et j'aurais d'abord, je pense qu'il faut suivre ce qui se passe en termes de crédit, ce que fait la Banque centrale en permanence, en surveillant les prêts aux ménages, les prêts aux opérations qui financent des montages complexes d'entreprises. Tout ça, c'est très bien, les LBO, ainsi de suite. Mais en contrepartie, je donnerais un avantage pour les crédits au secteur productif, PME, ETI, dans l'ensemble de l'Europe. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de différenciation à ce niveau-là. Selon la nature des investissements, avoir un taux plus ou moins adapté, plus ou moins incitatif. On pourrait, par exemple, imaginer qu'on pourrait baisser plus rapidement le refi et le taux de dépôt, en contrepartie d'une obligation de fonds propres différenciée selon la nature des crédits qui seraient faits par les banques. Je pense que c'est une évolution de l'ensemble de la politique monétaire qui devrait être envisagée dans le contexte de la réflexion Draghi sur la transformation du policy mix et de la façon dont on gère le policy mix en Europe. Le policy mix, c'est l'articulation entre politique monétaire, politique budgétaire et politique de change. Oui. Donc, j'espère que Draghi proposera une nouvelle articulation du policy mix. Il rendra son rapport avant la fin du premier semestre, normalement. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à vous.